Vous vous souvenez la dernière fois, le truc que je ne vous connais pas, qu'en plus je peux pas mettre mes lunettes à cause du masque, ça fait de la buée, donc je peux encore moins vous reconnaître, vous voyez. Donc je ne sais pas quel groupe j'ai, donc si je fais un seul cours, c'est plus facile. Plus facile pour vous aussi, pour ne pas prendre trop de retard. Bref, je me répète. Donc nous nous sommes quittés avec Platon, n'est-ce pas? Platon, la République, et donc on avait vu que point de vue platonicien, la légitimité de l'État elle se justifiait par la sagesse de la personne qui avait le pouvoir, la sagesse du philosophe roi en quelque sorte. Idée très séduisante bien sûr, puisqu'évidemment ce qui est derrière cette idée, eh bien, c'est le désir de mettre quelqu'un à la tête de la cité qui soit au service de la cité, et non pas quelqu'un qui soit au service de lui-même. C'était quand même une idée plutôt intéressante. Seulement, la faiblesse de cette idée, c'est qu'elle repose sur des postulats métaphysiques qui sont impossibles à prouver. Alors c'est un peu dommage en réalité, puisque, bon, en dépit de tous les écueils qui sont inhérents à la République, notamment de la tendance totalitaire à laquelle peut inviter le texte à certains égards, eh bien, au moins, l'idée c'est que la personne qui est à la tête de l'État, ou les personnes qui sont à la tête de l'État, le gouvernement, font tout leur possible pour servir la cité. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que cette idée de la recherche de la vertu, elle repose sur un fondement métaphysique qui est impossible à prouver. Donc on est un petit peu embêté avec ça. Comme c'est toujours le cas en philosophie, dès lors qu'on a des hypothèses, on est un petit peu embêté, alors quand on a des hypothèses métaphysiques, on est toujours très très embêté. Parce qu'avant d'apporter la démonstration que quelque chose comme l'idée du bien existe, eh bien, on n'est pas tiré d'affaire. Bon, quelques 2000 ans plus tard, sans transition, un autre philosophe a pensé la politique un peu dans les mêmes termes. Je dis bien un peu parce que on se débarrasse d'une partie de l'attirail métaphysique. Mais vous allez voir que l'idée est assez proche. Il s'agit de relier la raison avec le gouvernement. Sous-entendu que malheureusement, souvent, le gouvernement est peut-être dépourvu de raison. Bon. Cet auteur, ce philosophe, c'est Emmanuel Kant. Or, Kant, c'est un philosophe qui est en réalité assez difficile à lire, mais le texte dans lequel il parle de ces questions de politique et de libération du peuple, des peuples même, est un texte très facile à lire. Il s'appelle Qu'est-ce que les Lumières? Je le fais souvent étudier aux élèves pour l'oral de rattrapage du baccalauréat, parce que comme souvent ceux qui vont à l'oral sont ceux qui ont raté la philo, l'idée c'est de leur mettre un texte facile à comprendre et facile à expliquer, et c'est le cas de celui-ci. Alors, qu'est-ce que les Lumières? En fait, ça expose le projet politique kantien. Alors, il y a d'autres textes de Kant qui sont des textes politiques, c'est pas la question. Mais dans ce texte, Kant, en apportant une définition de ce que sont les Lumières, eh bien, propose dans le même temps une espèce de mode d'emploi de la politique censé permettre, autant que faire se peut, de garantir la liberté des individus. Alors, on est toujours face au même problème. Pourquoi est-ce qu'il est légitime de garantir la liberté des individus? Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi du tout. Mais Kant donne une explication. Alors, la difficulté à laquelle on peut être confronté quand on lit ce texte, c'est de le lire hors contexte. Bon, on pourrait considérer tout à fait effectivement que le texte, qu'est-ce que les Lumières se suffit à lui-même et qu'on peut en tirer absolument on peut tirer de ce texte-là toutes les réponses politiques auxquelles on a besoin. Le problème, c'est qu'il manque les justifications, les motivations de Kant dans ce texte. En fait, les motivations de Kant, elles sont un peu comme Platon, mais de manière très différente. Elles sont d'ordre moral, d'ordre éthique. Si on veut comprendre les motivations morales, quand on veut légitimer ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que les Lumières, c'est-à-dire légitimer le fait que nécessairement les hommes doivent être libres, parce que Qu'est-ce que les Lumières, c'est le mode d'emploi pour la liberté des peuples. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est légitime que les peuples soient libres? On pourrait très bien imaginer qu'après tout, les peuples n'ont qu'à être soumis, ils se taisent, ils obéissent, et ils arrêtent de vouloir être libres et de vouloir avoir de grandes idées comme ça. Non, ça va. Donc l'idée, c'est que la liberté, si on veut dire qu'elle est légitime, il faut le justifier. Et cette idée-là, elle est justifiée dans un autre texte de Kant qui n'est pas Qu'est-ce que les Lumières. Elle est justifiée dans un texte moral. Et ce texte de morale ou d'éthique s'appelle Les fondements de la métaphysique des mœurs. Ou on appelle aussi ça la métaphysique des mœurs. C'est une forme d'abréviation, si vous voulez. Et malheureusement, il va falloir faire un léger détour. Alors, ici, je vais expliquer dans le détail comment fonctionne la relation entre la morale et la politique. Quand je dicterai le cours,
Bon, comme c'est pas un cours sur la morale, c'est un cours sur la politique, on partira du présupposé que vous avez compris le contenu. Et quand vous donnerez vos arguments dans vos dissertations, eh bien, votre correcteur partira du principe que vous avez compris le présupposé du raisonnement. Mais il faut quand même le mentionner. Alors en fait, Kant, dans la métaphysique des mœurs, essaie de fonder la morale. Il cherche un fondement de la morale. Alors on ne va pas discuter de la validité de ce fondement ici. C'est très très discutable, le fondement de la morale kantien, à cause de plein de choses, mais ce n'est pas la question ici. On va simplement expliquer quel est ce fondement de la morale, et vous allez essayer de le comprendre. On va voir comment ça s'applique en politique. Kant distingue deux types d'impératifs. Alors un impératif, c'est quelque chose qui désigne un énoncé d'ordre moral, puisqu'un impératif commence toujours par tu dois. Donc dans l'impératif, il y a la notion de devoir, entre parenthèses moral, qui est sous-jacente. Donc deux types d'impératifs. Le premier type d'impératif sont les impératifs hypothétiques. Bon, ça c'est le premier type, impératif au pluriel hypothétique. Alors, les impératifs hypothétiques sont en dehors de la morale. Ils sont, si on veut, amoraux. Je vous explique en quoi ça consiste. Parce que c'est un bien gros mot quand on aime bien utiliser des gros mots. Celui-là en est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la question du devoir dans le cadre d'un impératif hypothétique suppose une relation de moyens et de fins. En gros, enfin, de manière générale, si on peut donner un exemple général, si X veut A, alors il doit mobiliser tant de moyens. Voilà. Donc, exemple, si je veux obtenir mon baccalauréat, alors je dois travailler. Bon, ça dépend des cas, mais on va dire que dans l'idée, c'est ça, quoi. Pour obtenir le bac, je dois travailler. Donc là, il y a un impératif, je dois travailler. Je fais l'hypothèse que je dois travailler pour obtenir le bac, impératif hypothétique, relation de moyens. Ça, c'est en dehors de la morale. Ce qui fonde la morale, c'est ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Alors, il est formulé de plusieurs manières dans le fondement de la métaphysique des mœurs. Je vous donne une formulation qui est la formulation la plus célèbre. Agit seulement d'après la manière. Agit seulement d'après la manière dont tu voudrais en même temps qu'elle puisse être érigée en loi universelle, ou agit seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle soit érigée en loi universelle. Donc l'idée de l'impératif catégorique, c'est que toutes nos actions doivent être guidées par une maxime, et cette maxime, eh bien, on voudrait qu'elle puisse être en même temps une loi universelle. On se dit que quand on agit selon la maxime à laquelle on obéit quand on agit, que tout le monde devrait agir également de cette manière-là. Et effectivement, si tous nos actes sont guidés par ce que l'on pourrait vouloir être une loi universelle, on obtient quelque chose comme la paix sociale, la paix morale, il n'y a plus vraiment de problème. Alors pour comprendre cette idée-là, Kant donne un exemple, et il dit voilà, imaginez que on vous convoque à vous pour faire un faux témoignage. Bon, eh bien, il serait moral, et ça c'est assez intuitif, moral de refuser de faire ce faux témoignage. Mais imaginez maintenant qu'on vous convoque, vous, pour faire un faux témoignage, mais que si vous refusez de faire le faux témoignage, alors vous serez condamné à mort. Eh bien, Kant dit, ce qu'il faut faire, c'est refuser de faire le faux témoignage encore. Et ça, c'est être libre. Pourquoi? Parce que le sujet, en fait, dispose de son libre arbitre. Il peut en faire un usage qui est un usage libre ou un usage non libre. Pourquoi est-ce que c'est être libre? Parce que quand on refuse de faire un faux témoignage, on refuse d'agir d'après une autre maxime que celle qu'on pourrait voir érigée en loi universelle. Et pour cause, on ne voudrait pas que le faux témoignage devienne la règle. Personne n'a envie que la règle en société soit le faux témoignage. Personne n'a envie que la règle en société soit le mensonge qui fonde le faux témoignage. Donc ça, c'est déjà sur le plan du simple désir, en quelque sorte. On n'a pas envie de voir le mensonge érigé en loi universelle. Mais ça va encore plus loin. Kant, en fait, remarque qu'il y a une contradiction d'ordre logique lorsqu'on enfreint l'impératif catégorique. En fait, si on érige le mensonge en loi universelle, la vérité devient une notion extrêmement floue, puisqu'on ne sait plus à quoi même réfère le mensonge, puisque c'est le mensonge qui décide. Mais qu'est-ce que c'est que le mensonge? Qu'est-ce que c'est que la vérité dans un contexte où tout le monde ment? On ne sait pas. Et ainsi, Kant considère qu'il y aurait une contradiction dans les termes, dans le fait d'enfreindre l'impératif catégorique. Par conséquent,
non seulement d'un point de vue purement éthique, mais d'un point de vue strictement logique, il faudrait se conformer à l'impératif catégorique. Alors, tout ce que je viens de vous dire est très discutable, mais c'est l'argument de Kant. Alors ça a quelques conséquences. Ça a comme conséquence de ne jamais utiliser autrui comme un moyen. Ce que dit Kant, c'est que autrui, l'autre, doit être utilisé toujours comme une finalité en soi, comme une fin en soi. Parce que si on traite autrui comme un moyen et non comme une fin en soi, eh bien on n'agit pas d'après la maxime grâce à laquelle on voudrait en même temps qu'elle devienne une loi universelle. On agit d'après nos petits intérêts. Comprenez? On n'aimerait pas que ce soit une loi universelle, que chacun puisse utiliser chacun, qu'on puisse être utilisé nous-mêmes par les autres comme un objet. Vous voyez? Bon. Et c'est pour ça que la liberté est légitime. En fait, à la fin de la métaphysique des mœurs, Kant dresse une espèce d'utopie qu'il appelle le royaume des fins. Alors c'est un truc peut-être qui peut paraître un peu débile, mais c'est le bout de la logique de l'impératif catégorique. Et dans le royaume des fins, tout le monde est libre, parce que tout le monde considère l'autre comme une fin en soi. Et comme personne n'utilise autrui pour se servir lui-même, il n'y a plus d'exploitation, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de relation de subordination entre les êtres humains, en quelque sorte. Donc en fait, la liberté, le fait que le droit à la liberté soit légitime, c'est une conséquence de l'impératif catégorique. Et le problème, c'est que ça n'apparaît pas du tout dans Qu'est-ce que les Lumières. Dans Qu'est-ce que les Lumières, on part du principe que être libre, c'est légitime. Alors qu'il y a une justification théorique à cette idée-là, que l'on trouve dans la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire dans l'idée selon laquelle il est illégitime, illogique, immoral, les trois à la fois, d'utiliser autrui autrement que comme une fin en soi. Bon, alors à partir de là, une fois qu'on sait ça, eh bien, on comprend bien que Kant, sa démarche politique, de philosophie politique, soit d'aider en quelque sorte ceux qui ne sont pas libres à le devenir. Et pour lui, le rôle des Lumières, c'est cela. En fait, quant à cette formule, il dit que le rôle des Lumières, c'est d'extraire les mineurs de la minorité dans laquelle ils se trouvent. Ça a été traduit autrement par extraire les peuples de l'état de tutelle dans lequel ils se trouvent. Kant pense qu'en fait, dans toute société, il y a des tuteurs, donc ce sont les hommes de pouvoir. Vous savez, un tuteur, c'est ce qui permet aux plantes de pousser droit. Et puis, vous avez ceux qui obéissent aux tuteurs, donc ils sont comme les plantes qui poussent droit, mais qui n'ont aucune liberté. Donc, vous avez les maîtres, en fait, et ceux qui obéissent aux maîtres. Et Kant remarque que si, d'un côté, les peuples aiment bien leur état de tutelle parce qu'il leur procure un certain confort, il leur procure une sécurité, ils n'ont pas besoin de réfléchir, on leur dit quoi faire, on leur dit quoi penser, ils sont relativement à l'aise là-dedans, eh bien, ce confort ou cette sécurité les prive grandement de leur liberté. Et à partir de là, il y a un problème. Et le problème, c'est aussi que les tuteurs mettent en place tout ce qui est en leur pouvoir pour précisément priver ceux qu'ils dominent de leur liberté. Par exemple, alors c'est un exemple que prend Kant, par exemple justement en leur expliquant que voilà, grâce à eux, ils vivent en sécurité, qu'ils sont tranquilles, qu'ils n'ont à s'occuper de rien. Bon, voilà le discours de manipulation politique assez classique, somme toute. Bon, donc voilà, l'idée de Kant, c'est que le rôle des Lumières, c'est d'aider les peuples à sortir de cet état de tutelle, sortir de cet état d'obscurité, d'ignorance en quelque sorte, qui les tient enchaînés. Alors, justement, je vous parle d'ignorance parce que une idée de Kant, c'est que comment est-ce qu'on fait justement pour sortir de l'état de tutelle? Eh bien, le meilleur moyen, d'après notre ami Kant, c'est justement d'autoriser la critique du pouvoir institutionnel, de toutes les institutions. La critique publique. Alors, pas la critique privée, parce qu'en fait, l'idée de Kant, c'est qu'il ne faut pas non plus semer le désordre dans toute la société, mais il faut que chaque personne ait le droit de communiquer son désaccord publiquement par rapport aux institutions et que sa parole puisse être communiquée très facilement, de sorte que tout le monde puisse en prendre connaissance. Et ainsi de suite, comme ça, à force de discussion et de réflexion, le système tout entier pourra progresser. L'idée, bien entendu, c'est que les paroles des personnes raisonnables seront plus entendues que les paroles des personnes déraisonnables, et ainsi on chemine petit à petit vers un progrès de la raison. Cela a une finalité qui est aussi le moyen du processus lui-même, c'est de permettre
à chacun de penser par soi-même. Qu'est-ce que les Lumières commencent par cette phrase d'Horace? Sapere aude, ose réfléchir, ose penser par toi-même. Ou ose te servir de ton propre entendement. Ça a été traduit de plusieurs manières. Enfin, c'est ose penser, textuellement. Bon, et donc, ou ose savoir. Et donc, l'idée de Kant, c'est que la liberté politique ne s'acquiert pas si on ne commence pas à réfléchir par nous-mêmes. Ouais. Si on ne réfléchit jamais à rien, mais on ne peut jamais être libre. Parce que celui qui ne réfléchit pas, il n'est pas capable de prendre du recul ou de la hauteur, comme vous voulez, par rapport aux propos qui lui sont assénés. Il prend tout au premier degré, il prend tout à la lettre même plutôt, et il n'arrive pas forcément à comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Il y a donc une nécessité de réfléchir, de se servir de son propre entendement, de sa propre pensée, pour être libre. Mais ça, remarque Kant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas dans une révolution violente, par exemple. Parce qu'une révolution violente, c'est ce que dit Kant, elle ne fait que remplacer des préjugés par de nouveaux préjugés. Mais il n'y a pas de la pensée là-dedans. C'est juste, c'est peut-être un moment nécessaire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui permet le progrès de la raison et le progrès de la pensée. Non, c'est petit à petit que les gens commencent à apprendre à réfléchir, à être éclairés. Bon, alors évidemment, si on compare avec une société comme la nôtre, on peut se dire qu'à certains égards, notre société fonctionne de cette manière-là et à d'autres non. Tenez, je vous donne un exemple qui est assez cocasse et assez pertinent étant donné la période. Dans le monde rêvé de Kant, le professeur Raoult n'a pas le monopole de la parole scientifique dans les médias, par exemple. Vous voyez. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous ne donnez la parole qu'à des gens qui véhiculent une forme perpétuelle d'obscurantisme, eh bien, vous ne favorisez pas le progrès, vous favorisez le contraire du progrès. Oui. Et Raoult, il est en état de majorité, il est expert en termes de biologie. Il n'est pas épistémologiste, Raoult. En fait, c'était assez. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les débats sur Raoult parce que ça nous écartera de la question. Mais Raoult n'est pas un spécialiste en épidémiologie. Raoult s'est quand même revendiqué épistémologue. Enfin, vous allez sur YouTube et vous écoutez le cours d'épistémologie de Raoult. Je vous donne la première phrase. La première phrase, c'est l'épistémologie, c'est l'histoire des sciences. Bon, déjà, c'est première erreur. Donc, fin de l'histoire, on a envie de dire. Si c'est même pas ce que c'est de ce dont il parle, bon, ça va être compliqué d'en parler à partir de là. Donc, en fait, le problème est là, c'est qu'il n'y a pas que Raoult qui est expert, il y a d'autres experts. Et d'ailleurs, si vous vous renseignez, vous savez que les experts ne sont pas d'accord entre eux, puisque personne ne sait vraiment comment s'occuper de ce coronavirus. Enfin bref. L'idée, c'est qu'il faut que les gens puissent discuter, échanger entre eux. Et alors ça implique une dernière chose, c'est que le pouvoir politique en place, non seulement autorise, mais encourage la critique institutionnelle, et sa propre critique à lui. C'est-à-dire que le pouvoir doit reconnaître qu'il se trompe. Et quand il a reconnu qu'il s'est trompé, il doit changer de direction. Alors ça, on comprend que c'est pas loin d'être une utopie, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part dans le monde. Vous vous rendez compte que généralement, les gouvernements ont quand même toujours raison. C'est le principe de l'exercice du pouvoir politique. Donc il y a encore malheureusement une dimension utopique là-dedans. Il va sans dire, si le pouvoir politique encourage les gens à réfléchir et les autorise autorise sa propre critique, eh bien on ne peut aller que vers du mieux. C'est quasiment mécanique, si vous voulez. Mais pour Kant, le problème, c'est que le pouvoir politique, justement, ne fait pas ça. Donc il y a quelque chose de très normatif dans Qu'est-ce que les Lumières? Les Lumières, ce sont ceux qui aident les gens à penser par eux-mêmes, qui aident les gens à s'affranchir de leur propre état de tutelle, qui encouragent le pouvoir politique à éclairer les peuples, mais de facto, le pouvoir politique n'éclaire pas le peuple. Donc en fait, le pouvoir politique n'est pas légitime en l'état, en fait. Un pouvoir politique qui s'exerce de sorte à restreindre les libertés individuelles, par exemple en empêchant les gens de réfléchir ou en ne faisant rien pour qu'ils réfléchissent, eh bien c'est un pouvoir politique qui, au sens de Kant, n'est pas légitime. En revanche, un pouvoir politique qui se bat pour que les gens puissent réfléchir et donc s'affranchir de leurs préjugés et de leur ignorance, ça c'est un pouvoir politique qui est légitime. En fait, ce qui légitime le pouvoir politique, c'est la raison. Voilà, tout simplement. Bon allez, je vais dicter un petit peu. J'ai beaucoup parlé, et vous n'écrivez pas, alors maintenant il faut que vous travaillez. Sinon, pourquoi irez-vous à l'école? Oui. Un petit peu. Oui, toujours un point 2, oui. Après, on fera des trucs encore plus rigolos.
Alors, c'est parti, on y va pour notre ami Kant. Donc, à la ligne, nouveau paragraphe, et on y va. Dans Qu'est-ce que les Lumières Dans Qu'est-ce que les Lumières Kant, encore lui. Donc, Kant, c'est un philosophe des Lumières, vous l'aurez compris. Kant donne le mode d'emploi de la libération politique des peuples. Kant donne le mode d'emploi de la libération politique des peuples de leur état de tutelle. Voilà. Cela sous-entend que Kant tient pour acquis Cela sous-entend que Kant tient pour acquis que les libertés individuelles doivent être défendues. Tient pour acquis que les libertés individuelles doivent être défendues. Point. Là, on ne va pas réexpliquer l'impératif catégorique, on va juste donner une référence. Cette idée se justifie dans la philosophie morale de Kant. Cette idée se justifie dans la philosophie morale de Kant, virgule, puisqu'il est contraire à l'impératif catégorique, d'utiliser autrui comme un moyen. Point. Je vais juste faire une parenthèse, je vais l'arrêter de noter une minute. Oui, si vous avez une dissertation sur les questions politiques et que vous pouvez caser cet argument, c'est bien que vous mentionnez cette histoire d'impératif catégorique, puisque ça montre que vous comprenez la pensée de Kant. Mais vous n'êtes pas obligé de restituer l'argument de l'impératif catégorique, puisque c'est une question politique. En revanche, bien entendu, si vous avez une question d'éthique, de morale, vous devrez restituer l'argumentation. Mais pour ça, vous aurez un cours sur la morale. Mais en politique, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, si vous commencez à restituer l'argumentation sur l'impératif catégorique, vous serez hors sujet. Mais le fait de le mentionner dans le cadre d'une argumentation, ça montre que vous savez de quoi vous parlez. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, bref. Donc, on s'est arrêté avec l'impératif catégorique. Point. Dans cette perspective, nul ne doit utiliser autrui comme un moyen. Dans cette perspective, nul ne doit utiliser autrui comme un moyen. Virgule. Nul ne doit utiliser autrui comme un moyen dans cette perspective. Par conséquent, nul ne doit priver autrui de sa liberté. Par conséquent, nul ne doit priver autrui de sa liberté. Point à la ligne. Afin de se libérer de la tutelle de leur maître, afin de se libérer ou de s'affranchir de la tutelle de leur maître, voilà, c'est toujours selon Kant, les hommes doivent apprendre à penser par eux-mêmes.
Les hommes doivent apprendre à penser par eux-mêmes. Point. Ils doivent y être aidés par les maîtres eux-mêmes. Ils doivent être aidés donc dans cette tâche, ils doivent y être aidés par les maîtres eux-mêmes, qui ont l'obligation théorique, ça reste bien sûr théorique, de permettre à chacun de critiquer publiquement toutes les institutions, de permettre à chacun de critiquer publiquement toutes les institutions virgule, le pouvoir en place y compris. Le pouvoir en place y compris. Point. Cela suppose d'autoriser et d'encourager la critique de l'État. Cela suppose d'autoriser et d'encourager la critique de l'État. Point. Tout État qui serait réfractaire à l'émancipation de cette liberté, tout État qui serait réfractaire à l'émancipation de cette liberté serait illégitime. Point. Encore une dernière phrase. Afin d'être légitime, ou pour, parce qu'on l'a déjà dit, afin, pour être légitime, l'État a le devoir de promouvoir l'usage de la raison. Afin d'être légitime, l'État a le devoir de promouvoir l'usage de la raison. Voilà, vous pouvez arrêter d'écrire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez marrant parce que les philosophes ne sont pas entre eux sur les modalités de l'état idéal ou de ce qu'il faudrait faire. Et jusqu'à présent, en tout cas, ils sont tous d'accord pour dire que s'ils devaient regarder aujourd'hui le type d'état dans lequel nous vivons dans la plupart des pays du monde, ils seraient à peu près tous d'accord pour dire que ces états-là ne sont pas légitimes. Donc c'est assez amusant, puisque aucun de nos États ne respecte les libertés individuelles comme le voudraient les libéraux, aucun de nos États n'agit au service de la nation comme le voudrait Platon, aucun de nos États favorise la raison comme le voudrait Kant. Voilà. En fait, ils ne remplissent aucune des conditions. C'est quand même assez dommage. Bref. C'est pour ça que c'est sympa, la philosophie politique, c'est toujours très très actuel. Allez, 1.3. L'État face au droit du plus fort. Bon, là on va vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus peut-être réalisable. Même si c'est compliqué, les idées qui seront avancées ici ne feront appel à aucune métaphysique,
à aucune idéologie. Donc, ce sont, je crois, les meilleurs dans cette partie. C'est la raison pour laquelle je les ai mises à la fin d'ailleurs. Mais peut-être que quelqu'un ne sera pas d'accord, mais honnêtement, on est dans ce qu'il y a de plus rationaliste. Bon. Alors, il y a un philosophe très connu, philosophe politique très connu, qui s'appelle Thomas Hobbes, qui a écrit un livre très connu, qui s'appelle Le Léviathan. Et alors, Thomas Hobbes essaie dans Le Léviathan de résoudre le problème politique épineux de la guerre de tous contre tous à l'état de nature. Bon, l'état de nature, c'est une espèce d'état fantasmé, mythologique, enfin imaginaire, qui précéderait l'instauration de l'état de droit ou de l'état civil. En fait, l'état de nature, c'est un état sauvage, dans lequel les gens se tapent les uns sur les autres pour survivre. Vous savez, c'est le fameux état dans lequel l'homme est un loup pour l'homme. Bon. Et donc, Hobbes, il se dit qu'il y a quand même un problème avec ça. Les gens se tapent les uns sur les autres. Ça a des conséquences qui sont fâcheuses. Par exemple, quand vous passez votre temps à faire la guerre, vous ne passez pas votre temps à cultiver des terres ou à faire du commerce, donc à prospérer. Donc vous vous précarisez, vous vous appauvrissez, vous vous mettez vous-même en danger, vous mettez en danger l'espèce. Donc cet état de guerre de tous contre tous n'est pas un état viable à long terme. C'est la raison pour laquelle il faut mettre en place un pouvoir politique, un état civil, qui représenterait le peuple, mais ce ne serait pas un représentant démocratique, non. Ce serait la représentation d'une société comme entité complètement unifiée, alors qu'elle comporte des tensions contradictoires. Et la manière d'unifier ces unités individuelles ou ces groupuscules d'individus qui sont mus par des tensions contradictoires, eh bien, c'est d'édicter des lois. Bon, la loi, en fait, est garante de la vie des individus, de leur sécurité. C'est ça le but de l'État. Bon. C'est comme ça qu'Hobbes voit les choses. Alors, le problème qu'il y a avec Hobbes, je ne vais pas rentrer dans les détails des problèmes de la représentation politique, mais c'est que, on va quand même le dire, l'État ne représente pas politiquement ce qui constitue l'essence de la cité. Ce qui constitue en tout cas sa condition sine qua non, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la cité, la société. Donc, cette représentation, en quelque sorte, elle échoue. C'est une sorte de pis-aller qui permet de garantir la sécurité, mais l'état du Léviathan, ça peut être aussi tout à fait une dictature, vous voyez. C'est pas contradictoire. Alors, le problème avec ce type de régime, qui peuvent être des régimes autoritaires, c'est qu'ils peuvent aussi laisser la place à peu près n'importe qui à la tête de l'État. Bon, avec ça, on est à peu près d'accord. Alors, tant aussi bien qu'on peut avoir très bien quitté l'état de nature pour nous retrouver dans une situation dans laquelle l'État est dirigé par des tyrans ou par des personnes qui, sans être tyranniques, ne servent que leur intérêt personnel et, à partir de là, utilisent leur force, qu'elle soit physique ou rhétorique, pour régner. Alors on a un philosophe qui, au XVIIIe siècle, là encore, a essayé de résoudre ce problème épineux du droit du plus fort à l'état de nature, mais de manière plus rationnelle et efficace que Hobbes. De manière à ce que finalement, l'État n'échoue pas dans son rôle de représentation de la société, dans le fait de résoudre le problème du droit du plus fort. Parce que c'est un peu ce qui se passe dans le Léviathan. Ce philosophe, c'est Rousseau, bien sûr. Alors, si vous ne devez lire qu'un seul livre de philosophie dans votre vie, lisez celui-ci, c'est Le Contrat social. Sans doute un des livres les plus importants de la philosophie politique. Vous savez, je vous parlais de Kant tout à l'heure. Kant, c'était un vieux maniaque, enfin d'après Nietzsche, c'était un vieux garçon en tout cas, qui avait des rituels très très précis. Tous les matins, il se levait à la même heure, il faisait ses cours à la même heure, il faisait sa promenade tous les jours à la même heure, et ceci tout au long de sa vie. Et 2 fois uniquement dans sa vie, il a interrompu sa promenade. La première fois, c'était le jour de la prise de la Bastille, parce qu'il voulait aller prendre un journal pour s'informer de ce qui se passait en France. Et donc ça, c'était la deuxième fois en fait. Et la première fois, c'est lors de la sortie du contrat social, parce qu'il a voulu s'en procurer un exemplaire. On comprend pourquoi. Alors, Rousseau part du même postulat que Hobbes. Nous avons un état qui précède l'état de droit, et cet état, c'est l'état de nature. Et à l'état de nature, ce qui règne, c'est la loi du plus fort. Ce qui résulte de l'état de nature,
eh bien ça peut être un régime dans lequel justement c'est le plus fort qui s'est imposé. Alors Rousseau se demande, bon, soit c'est un fait, de l'état de nature découle nécessairement la loi du plus fort, cette loi du plus fort, ce droit du plus fort, est-il légitime? Est-ce qu'il est légitime de revendiquer un pouvoir par la force? Après tout, ça pourrait être tout à fait le cas. Et si c'était le cas, eh bien, il faudrait s'en tenir là, même si c'était désagréable. Eh bien, ce que dit Rousseau, c'est que la force érigée en droit n'est pas légitime. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas légitime? Eh bien, c'est un raisonnement qui est très facile à comprendre. Ce qui fonde la légitimité d'une proposition, c'est le fait que cette proposition est un caractère irrévocable, un caractère, s'il n'est absolu, au moins universel, si vous voulez. Donc, quand un sujet ou quelqu'un dit, voilà, telle proposition est légitime, elle peut être acceptée rationnellement par tout le monde, et elle peut être universellement partagée. Qu'en est-il de la force érigée en droit? Eh bien, celui qui est le plus fort dit, voilà, moi je gouverne, et je suis légitime pour gouverner parce que je suis le plus fort. Le problème, évidemment, c'est que le plus fort n'est souvent le plus fort que durant une certaine période, si vous voulez, qui est souvent très limitée dans le temps, jusqu'à être renversé par plus fort que lui. Bon, la force, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est définitif, qui est universel, qui est absolu. Non, la force, incarnée dans un homme, est quelque chose qui est passager, qui est contingent en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Et comme le plus fort est toujours susceptible d'être renversé par plus fort que lui, il ne peut jamais être légitime à dire qu'il est légitime de gouverner par la force, au motif qu'il est le plus fort. Parce qu'alors, il doit accepter d'être renversé par plus fort que lui. Mais il ne peut pas le vouloir, puisqu'il pense être le plus fort. Donc vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Le droit du plus fort n'est pas légitime parce qu'il implique une contradiction dans les termes. La force peut toujours être renversée par la force elle-même. Donc la force, dire je gouverne par la force, ça c'est légitime, eh bien par définition ça implique une contradiction qui fait que la proposition ne peut pas être universelle, ne peut pas être acceptée rationnellement universellement. Donc ça ne fonctionne pas. Rousseau explique qu'à cause de cette contradiction, le plus fort n'est pas légitime à régner au nom de sa force. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien beau de dire ça, mais on n'est pas tiré d'affaire. Alors, Rousseau, vous l'aurez compris, pense remplacer cette espèce d'état dans lequel règne le droit de la loi du plus fort, ou cette espèce d'état de nature, par un état de droit. Alors, dans cet état de droit, l'homme à l'état de nature s'aliène. Ça veut dire qu'il devient étranger à lui-même. Il s'aliène pour devenir citoyen. Donc, il perd de sa liberté naturelle, dit Rousseau, mais il gagne, en perdant sa liberté naturelle, une liberté politique. Parce qu'en devenant citoyen, il devient participant, membre de la cité. Et à partir de là, il devient un membre actif de la vie politique, notre citoyen, enfin notre ancien homme devenu citoyen. Cette aliénation de l'homme au citoyen passe par la souscription à un contrat social, c'est-à-dire un contrat qui est fait entre les différents individus qui désirent partager une même vie sociale, vivre dans la même cité, une même vie politique. Voilà. Alors, l'idée, c'est bien sûr de garantir, là encore, comme chez Hobbes, la sécurité des individus contre la loi du plus fort, en échange de cette aliénation. Parce qu'il va sans dire, une fois que la cité est constituée autour de ses citoyens, une fois que le contrat social est mis en place, les citoyens mettent en place, décident de lois, et la loi est bien sûr destinée à protéger les citoyens et puis à faire fonctionner de manière globale la société ou la vie politique. Ok, donc on a déjà avancé, on voit bien que l'instauration de l'état de droit suppose donc une espèce d'élaboration de la loi par les citoyens qui, comme ça, sont parfaitement représentés par l'État. Donc l'État joue son rôle de représentant. On est dans une démocratie. Alors, maintenant, on est face à de nouveaux problèmes. C'est concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce régime? Rousseau, c'est quelqu'un qui est, de prime abord, favorable à une démocratie directe. C'est-à-dire favorable à ce à ce qu'on vote, si vous voulez, que les citoyens votent directement la loi. Pour Rousseau, le législateur est le peuple. Donc le législateur, c'est celui qui fait la loi. Et le peuple
devrait ne former qu'une seule et même entité. Pourquoi? Parce que le peuple, pour qu'il soit souverain, il faut que ce soit lui qui fasse la loi. Il faut que la loi découle de sa propre volonté, de la volonté du peuple. Si la loi ne découle pas de la volonté du peuple, la loi elle découle de la volonté de quelqu'un d'autre, c'est plus une démocratie, l'État n'est plus représentatif et on retombe dans une situation de droit des plus forts, si vous voulez. Le peuple se fait usurper sa souveraineté par le législateur. Ça, il faut à tout prix l'éviter. Mais Rousseau, il a conscience du fait que, c'est une phrase qu'il a dans le contrat social où il dit que seul un peuple de Dieu peut se gouverner démocratiquement. Sous-entendu que c'est impossible que des hommes arrivent à s'entendre et à se décider ensemble et à voter une même loi. Il faudrait que ce soit des dieux. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et Rousseau donne une solution à ce problème. En fait, le problème qu'ont les hommes, c'est que, globalement, ils sont tous d'accord leur volonté générale peut tendre vers une même direction. C'est un lieu commun ce que je vais dire, mais par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que ce serait mieux s'il y avait moins de pauvres. Tout le monde est d'accord pour dire que ce serait mieux s'il n'y avait pas de réchauffement climatique ou si ça accélérait moins vite, etc., etc., etc. Donc, si tout le monde individuellement est d'accord pour souscrire à ces grandes idées, la volonté générale, c'est-à-dire l'agrégation de ces volontés individuelles, eh bien, tend aussi à souscrire à ces mêmes idées. Et cette volonté générale, c'est la volonté du peuple. Le problème, c'est que la volonté générale peut entrer en contradiction avec les volontés individuelles, ou les volontés particulières. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Et la Serre vient de nous dire le contraire, puisque tout le monde souscrit à ces grandes idées. C'est que lorsqu'il s'agit de mettre en application des lois pour faire en sorte que ces grandes idées se réalisent, là on rentre en conflit avec les volontés individuelles, les volontés particulières. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait moins de pauvres, alors l'État pourrait se dire que, le législateur pourrait se dire qu'il faudrait mettre en place des lois pour, redistribuer les richesses créées par le moyen d'un impôt. Mais alors à ce moment-là, ce sont les riches qui ne seront pas d'accord. Vous voyez? Les riches sont d'accord pour qu'il y ait moins de pauvres, mais ils ne sont pas d'accord pour payer de leur poche. Peut-être que les gens qui bénéficient des allocations trouveront qu'ils ne touchent pas assez d'argent. Ils sont d'accord pour être moins pauvres, mais ils voudraient être encore moins pauvres, si vous voulez. Ou devenir vraiment très riches. Bon. Donc on voit que le problème qu'on a, c'est qu'il y aura cette volonté générale et ces volontés particulières qui seront inconciliables. C'est la raison pour laquelle, en fait, seuls des dieux peuvent se gouverner démocratiquement. C'est pas une question de superpuissance des hommes, en fait. C'est juste que leur volonté particulière entre en contradiction avec la volonté générale. Alors, comment faire? L'idée de Rousseau est assez simple. Il faudrait mettre en place un législateur dont le rôle serait d'accomplir, de réaliser en acte la volonté générale. Tout simplement. Alors, le législateur, ça peut être une personne, 2 personnes, 10 personnes. Ça peut être une assemblée qui est tirée au sort, une assemblée pour laquelle on vote. Enfin, on s'en fiche. C'est quelqu'un qui... C'est une institution qui fait la loi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Créer donc ce législateur. Maintenant, il faut bien sûr contrôler ce législateur. C'est-à-dire que Rousseau, il a peur d'une chose, il a peur que le gouvernement usurpe au peuple sa souveraineté. Dès lors que le législateur ne vote plus des lois qui abondent dans la direction de la volonté générale, mais qui vote des lois qui abondent dans la direction des volontés particulières de ceux qui ont le pouvoir de légiférer, alors le peuple n'est plus souverain, le contrat social a échoué, je ne sais pas s'il est rompu, mais il a échoué en tout cas à représenter la volonté générale. Donc, Rousseau est conscient qu'il y a ces problèmes de risque d'usurpation par le gouvernement de la souveraineté populaire, mais il ne trouve pas de meilleure solution. Oui. Et dans le cas d'un législateur pour Rousseau, comment on peut représenter c'est difficilement représentable la volonté générale? En fait, pas tant que ça. Bon, imaginez que prenons le cas de la France, par exemple. Imaginons que nous vivons donc en France, mais dans une France alternative. C'est-à-dire que, imaginons qu'on élise des présidents qui aient des programmes. Voilà, bon, ça peut arriver parfois. Donc on élit un président qui a un programme et qui fait des promesses avec des idées. Bon. Disons qu'on souscrit au principe de majorité, même si Rousseau ne serait pas d'accord avec ça, mais ok, soit, il est élu à la majorité, alors même la minorité, même si ce n'est pas Rousseau ça, même la minorité doit s'y plier.
Bon, ok, faisons cela. Donc, on pourrait dire que ce président, qui ensuite met en place un gouvernement, et ensuite on votera pour des députés, donc pour un législateur, pour une assemblée, ce gouvernement, puis cette assemblée, puis ce président, représente, ont pour mission de faire passer des lois qui réaliseront la volonté générale, qui correspond au programme qui a été donné par le président, par exemple. Ça, jusque-là. Et bien, à partir de là, il ne relève plus que de l'Assemblée de mettre en place les lois qui sont censées, autant que possible, réaliser le programme qui était prévu. Alors, évidemment, vous me direz, le problème, c'est, s'il n'y a pas de programme, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, on est typiquement dans ce cas-là, vous voyez. Revenez en 2017, le LREM n'avait aucun programme. Donc, concrètement, déjà, c'est embêtant. Mais on a d'autres problèmes qui sont peut-être plus ennuyeux que celui-ci. C'est quand on est face à des imprévus, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, c'est un peu absurde de réduire l'action d'un État et d'un gouvernement à des promesses électorales, même quelque part. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'on demande aux hommes politiques de réaliser, de tenir leurs promesses, mais d'un autre côté, une promesse électorale, ça ne peut jamais être une fin en soi, vous voyez. Parce que la vie de la politique, elle est jonchée d'incertitudes. Et alors là, il faudrait, à ce moment-là, trouver des solutions qui seraient peut-être plus démocratiques pour réaliser la volonté générale. Parce que là, on comprend bien que quand il y a une incertitude, la volonté générale, elle ne parle plus. Vous avez des États qui prennent des mesures comme ça, complètement en roue libre, qui ne sont absolument pas contrôlés. On ne consulte jamais la cité. Il y a des gros problèmes démocratiques à ce niveau-là. C'est quand même un peu... Mais bon, enfin, de toute façon, vous inquiétez pas, pour Rousseau, notre modèle politique n'est pas du tout un modèle démocratique ni un modèle idéal. Oui. De toute façon, Rousseau il dit ensuite que les républiques sont pour les petits États. Mais oui, en fait c'est ça, c'est nécessairement les républiques sont pour des petits États parce que ce sont des pays qui peuvent réaliser ce type de modèle. Et c'est vrai que vous avez raison de le dire, à 67 millions de personnes, c'est quand même un peu compliqué. Très compliqué. Merci pour votre remarque. Bon, ben je vous libère, bonne journée, et puis on se voit bientôt. Voilà.